Début février 2013, la police de Los Angeles se prépare à une chasse à l'homme. Des barrages apparaissent dans toute la Californie du Sud, des patrouilles armées surveillent les rues et des milliers d'officiers de police participent à une traque qui va rapidement devenir l'une des plus intenses de l'histoire récente du pays. L'homme qu'ils recherchent s'appelle Christopher Dorner. Et ce qui rend cette traque aussi inhabituelle, c'est qu'il n'est pas seulement un suspect, c'est un ancien militaire, mais aussi et surtout un ancien officier du LAPD, la police de Los Angeles. Donc un homme formé par la police, qui connaît ses méthodes, ses procédures, et qui vient de publier un manifeste dans lequel il annonce qu'il va mener une guerre contre le département dont il faisait lui-même partie. Comment un seul homme peut-il réussir à mettre en alerte toute une institution armée? Et surtout, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à déclarer la guerre à la police dont il faisait lui-même partie? Dans ce nouvel épisode de HVI, je vous propose de découvrir l'affaire Christopher Dorner. Avant qu'on commence, que vous ne soyez pas surpris plus tard dans la vidéo quand on va passer sur la caméra 2, je n'ai pas la tenue habituelle parce que je me suis fait récemment opérer des ligaments croisés. L'opération s'est très bien déroulée, pas de douleur, c'est juste un petit peu pénible pour se déplacer. Et c'est beaucoup plus confortable d'être en short avec la telle qu'en pantalon. Voilà. Donc dans les prochaines vidéos, j'aurai cette tenue-là. Ah, et aussi un petit rappel avant d'attaquer, comme souvent, il va y avoir pas mal d'extraits audio en anglais sous-titré, et je sais que pour certains d'entre vous, l'anglais sous-titré, ça vous arrange pas trop. Sachez que si je ne réponds pas à tout le monde, je les lis vos commentaires. Et c'est aussi pour ça que désormais, je publie également avec une semaine de décalage les épisodes en version audio sur toutes les plateformes de podcast avec des doublages en français. Donc n'hésitez pas à aller sur Spotify, Apple Podcasts ou encore Deezer et à suivre le podcast True Crime avec Rafu. Ça va peut-être changer de nom dans l'année, mais en tout cas si vous cherchez Rafu, ça ne devrait pas changer. Et enfin, je vous rappelle qu'il y a un petit easter egg caché quelque part dans la vidéo. Mais il va falloir être attentif pour le trouver. Sur ce, générique. Vous le savez, sur cette chaîne, on décortique des affaires criminelles, on cherche des indices, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Eh bien, dans le jeu John's Journey, c'est exactement ce que vous faites, sauf que c'est vous l'enquêteur. C'est un jeu d'objets cachés qui vous plonge dans les années 1920 et dans lequel vous incarnez June Parker, une femme déterminée à découvrir la vérité sur le meurtre de sa sœur. Et il y a un vrai storytelling parce que chaque chapitre apporte son lot de révélations, de fausses pistes et de retournements de situation. C'est un jeu avec un vrai scénario policier derrière, pas juste un enchaînement de puzzles. Concrètement, vous devez explorer des scènes ultra détaillées pour repérer des indices dissimulés dans le décor, et comme pour réussir à trouver les easter eggs que je cache dans mes vidéos, il faut un vrai sens de l'observation. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. Au-delà des énigmes, vous pouvez aussi personnaliser votre propre manoir et le jeu propose régulièrement des événements spéciaux avec des récompenses exclusives, donc il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Ce que je trouve intéressant avec ce jeu, c'est que ça demande de la concentration sans être stressant pour autant, donc c'est parfait pour se détendre après une grosse journée de taf ou alors pour vous accompagner dans votre retraite spirituelle après le café du petit déjeuner. Non, vraiment, c'est super satisfaisant de débloquer de nouvelles scènes, de progresser, de collecter des objets rares et de découvrir de nouveaux éléments de l'histoire. Ça donne presque envie de boire plus de café. John's Journey est disponible sur iOS, Android et PC et vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le QR code à l'écran. Et maintenant, passons à l'affaire du jour. Le 3 février 2013, vers 21h, un homme traverse le dernier étage du parking à ciel ouvert d'une résidence dans le quartier de Scholarship à Irvine, en Californie. Il remarque une Kia Optima blanche garée et à l'intérieur, il distingue deux silhouettes affaissées, ce qui l'intrigue suffisamment pour qu'il se rapproche un petit peu et, ce faisant, il comprend immédiatement qu'ils sont morts. Il décide donc d'appeler la police. Les premiers officiers qui arrivent sur place découvrent la Kia Optima avec le moteur qui tourne encore et les phares allumés, et à l'intérieur, deux corps criblés de balles. Ils gèlent la scène et font appel à la section criminelle. Le lieutenant Bill Bingham et la détective Vicky Hurtado de la police d'Irvine sont parmi les premiers à arriver sur ce parking. It was really cold that night. It was on the top of the parking structure. It was surprising to see there was 14 shell casings on the ground surrounding this vehicle. 14 douilles sur le sol autour du seul véhicule avec un silencieux abandonné sur place
La scène laisse immédiatement comprendre aux policiers que le tireur savait ce qu'il faisait. Aucun témoin ne s'est manifesté, personne n'a entendu de coups de feu et personne n'a rien vu. Logique parce qu'un silencieux, dont le vrai nom est suppresseur au passage, il faut savoir que ça ne rend pas une arme totalement silencieuse comme dans les films, mais ça réduit suffisamment le bruit pour que dans un parking ouvert, la nuit, avec du vent, ça passe relativement inaperçu. Les deux victimes sont identifiées. Il s'agit de Monica Kwan, 28 ans, touchée 3 fois à l'arrière du crâne, et Keith Lawrence, 27 ans, touché 5 fois à la tête et au visage, et 2 fois dans le dos et dans le cou. En s'approchant un petit peu plus du véhicule, la détective Vicky Hurtado remarque plusieurs détails qui lui font immédiatement comprendre quelque chose d'important. One of the things that we realized right away was this wasn't a robbery. We could see Monica's purse there. Her new beautiful engagement ring was still very clearly on her finger. Si le sac à main est encore là et la bague de fiançailles toute neuve encore au doigt de la victime, ça veut dire que ça n'est pas un vol qui a mal tourné. Et un silencieux sur la scène, ça élimine à peu près tout le reste parce que personne ne débarque avec un silencieux pour un différend qui dégénère ou encore un crime d'opportunité. Non, quelqu'un est vraisemblablement venu ici, a attendu et a tué ces deux personnes de manière froide et méthodique, sauf que pour le moment, pour les enquêteurs, le mobile est une véritable énigme. Parce que quand ils commencent à reconstituer qui sont les victimes, rien dans leur profil ne les relie au milieu criminel ni ne justifie une exécution pareille. Monica Kwan et Keith Lawrence s'étaient rencontrés 6 ans plus tôt à Concordia University, ici même à Irvine, où ils jouaient au basketball tous les deux. Elle était devenue entraîneuse adjointe de basket féminin à Cal State Fullerton et lui, agent de sécurité armé à l'Université de Californie du Sud. Quelques jours plus tôt, Keith avait dispersé des pétales de rose sur le sol de leur appartement, puis il s'était mis à genoux et il avait demandé Monica en mariage. Elle avait dit oui et Keith lui avait passé au doigt la bague retrouvée sur la scène de crime. Ce dimanche 3 février, c'était le jour du Super Bowl. Monica et Keith avaient passé la journée chez la famille de Keith pour regarder le match ensemble. Et une fois le match terminé, vers 19h45, ils étaient rentrés à Irvine et c'est en se garant sur le parking de leur résidence qu'ils ont été froidement abattus. Maintenant, ils sont morts dans une Kia Optima et personne ne comprend pourquoi. Les enquêteurs d'Irvine n'ont pas la moindre piste, aucun témoin, aucun mobile apparent, et c'est à ce moment-là qu'un appel va tout faire basculer. Teresa Evans, sergente au LAPD, la police de Los Angeles, contacte les détectives d'Irvine parce qu'on l'a informé que de l'équipement de police avait été retrouvé dans une benne à ordures à National City, près de San Diego. Du matériel de police dans une benne à ordures en soi, c'est déjà plutôt inhabituel, mais c'est ce qu'il y a avec ce matériel qui va changer la trajectoire de l'enquête. As the National City Police officer was going through that property, he found a notebook, and in that notebook was written the name Teresa Evans. Also, in the gear was a name tag on a uniform shirt, and it had the initial C and the last name Dorner. En tout, dans cette benne, il y a un ceinturon de police complet, un chargeur rempli de munitions 9 mm, un casque militaire, ainsi que la chemise d'uniforme et le carnet. Le truc, c'est que la benne se trouvait juste derrière un magasin de pièces auto, lui-même directement derrière le commissariat de National City, ce qui veut dire que quelqu'un a jeté de l'équipement de police à quelques mètres d'un commissariat, et ça, les enquêteurs ne savent pas encore si c'est de l'arrogance, de la négligence ou bien un message. Ils récupèrent les enregistrements de vidéosurveillance et identifient clairement le véhicule de l'homme qui a largué ses affaires, un Nissan Titan gris foncé. Et là, le fil commence à se dérouler, parce que quand les enquêteurs d'Irvine réexaminent leurs propres vidéos de surveillance autour de la scène de crime, ils retrouvent exactement le même pick-up dans les heures qui précèdent le double meurtre. And we saw that same distinctive truck in the hours leading up to the homicide, driving back and forth, parking, repositioning. We knew he was the one that had killed Keith Lawrence and Monica Kwan. Le comportement du conducteur confirme clairement qu'il a surveillé ses cibles patiemment avant de passer à l'acte et que ça n'est pas impulsif, mais bien planifié. Le nom sur l'uniforme, c'est Dorner, correspond à un ancien officier du LAPD, Christopher Dorner, et quand la détective Hurtado commence à creuser son profil, un détail la frappe immédiatement. Identifying him, one of the things that I remember was that he had a lot of guns that were registered to him. Mais ce qui commence à ressembler maintenant à un jeu de piste n'est pas terminé parce que peu de temps après, un portefeuille est retrouvé près de l'aéroport de San Diego avec à l'intérieur un badge du LAPD
et une pièce d'identité au nom de Christopher Dorner. We thought it was kind of odd, almost breadcrumbs. Was he playing games with us at that point? Pour les enquêteurs d'Irvine, aucun doute, tous les éléments pointent dans la même direction. Christopher Dorner devient leur suspect principal. Et ce n'est pas tout, parce qu'en continuant de creuser, les enquêteurs découvrent que 2 jours avant le double meurtre, le 1er février, un colis est arrivé dans les bureaux de CNN à New York, adressé au journaliste Anderson Cooper. À l'intérieur, un DVD étiqueté à la main, un post-it jaune avec écrit « Je n'ai jamais menti » et une pièce de monnaie commémorative du LAPD, un challenge coin, sauf que la pièce est percée de 3 impacts de balles en plein centre, avec l'inscription 1 MOA. 1 MOA, ou 1 MOA en anglais, c'est du jargon militaire qui signifie 1 minute of angle. En gros, ça veut dire qu'il a touché une pièce de monnaie à 100 mètres. Et sur le scotch qui enveloppe la pièce, il est écrit « Merci, mais non merci Will Bratton ». Et puis, il y a un manifeste d'environ 20 pages, signé Christopher Dorner, et également posté sur son Facebook dans la foulée du double meurtre. Il ne s'agit ni d'une confession, ni d'un appel à l'aide, c'est un document qui déclare ce qu'il appelle, je cite, « une guerre non conventionnelle et asymétrique contre le LAPD ». The manifesto vows vengeance. I will bring unconventional and asymmetrical warfare to those in LAPD uniform, whether on or off duty. Le texte contient une quarantaine de noms des policiers, des supérieurs hiérarchiques, ainsi que leurs familles. Les menaces sont d'une précision clinique. Il y aura un élément de surprise là où vous travaillez, vivez, mangez et dormez. J'utiliserai des techniques de renseignement pour localiser vos résidences, les lieux de travail de vos épouses, les écoles de vos enfants. ISR, OSINT, ce sont là encore des acronymes militaires. Ça n'est pas un fou qui menace, c'est un homme qui planifie. Et au passage, j'ai trouvé ce manifeste, je le mettrai à la disposition des membres du palier détective sur Patreon, ça ainsi que des vidéos et des enregistrements audio que je ne peux pas mettre en intégralité dans cette vidéo. Ces mots dans le manifeste sont d'autant plus effrayants qu'ils ont déjà été suivis d'actes et que l'homme qui les a écrits se balade quelque part dans le sud de la Californie avec une liste de cibles à éliminer. Mais qui est ce Christopher Dorner ? Christopher Dorner naît le 4 juin 1979 à New York, mais il grandit en Californie du Sud, dans la région de Los Angeles. Dès la première année d'école primaire, il est le seul élève noir de sa classe, une situation qui ne changera pas jusqu'au collège. Dans son manifeste, il raconte que son premier souvenir de racisme remonte à cette époque, un camarade qui l'insulte en utilisant le N-word dans la cour de récréation, ce qui l'a mis en colère et l'a poussé à frapper l'enfant. Les deux sont punis et cet incident n'est que le premier d'une longue série. Malgré ça, ou peut-être à cause de ça, Christopher décide très tôt qu'il veut devenir policier. Adolescent, il s'inscrit au programme jeunesse de la police de La Palma, la ville où il grandit à l'époque. Puis Christopher entre à la fac, à la Southern Utah University, où il étudie les sciences politiques et joue comme running back dans l'équipe de football universitaire. Un parcours classique pour un gars qui fait plutôt l'unanimité auprès de ses pairs. I met Chris Dorner in college. He and I played football together. He was clean cut, articulate, pretty easy to get along with. He was approachable, good sense of humor. He wasn't somebody who was serious all the time. He'd laugh and smile and, was normal. I mean, he was a normal 19-year-old, 20-year-old guy. Christopher obtient sa licence en 2001, s'engage dans la Navy en 2002, une formation de pilote d'hélicoptère qui ne débouche pas, puis il passe officier de réserve en 2004, ce qui lui permet d'intégrer l'académie de police du LAPD en 2005. Il lui faudra 13 mois pour en sortir, là où la plupart des recrues en mettent généralement 6. L'académie du LAPD est réputée pour être exigeante, mais pour Christopher, ça se passe particulièrement mal. Il y a d'abord une histoire de tir accidentel, il se blesse lui-même à la main lors d'un exercice, puis des altercations physiques avec des camarades de promotion, et une décision qui lui coûtera cher. Il signale une recrue pour avoir utilisé, là encore, une insulte raciale, mais le résultat ne sera pas celui qu'il espère. C'est lui qu'on met à l'écart et qui fait l'objet de sanctions disciplinaires. Rien de suffisamment sérieux pour le faire exclure, mais assez quand même pour rallonger considérablement son passage à l'académie. Un de ses anciens camarades de promotion se souvient de Christopher. Christopher Dorner, LAPD cadet in 2005. What do you think watching this?
Well, he's an expert with weapons, definitely. He's definitely dangerous. This man spent months with Dorner at the LAPD Training Academy. If you look at Chris, you can see that he's a little bit of an expert. The way watch, he disarms, he'll shoot, and almost no movement when he shoots the gun, and then pop, like nothing. So he stood out. Yeah, he stood out. He knew what he was doing. I think it's a 300-pound dummy, and he does that easily. Easily. This is 300 pounds. Yeah, I believe that's 300 pounds. So this is a very strong man. Right. Mais ce même cadet se souvient d'autre chose. Les instructeurs s'en prenaient à Christopher à cause de son poids, de sa lenteur à la course, et ça a engendré des frictions, de la frustration. Néanmoins, Christopher Dorner finit par sortir de l'académie en février 2006 et il est affecté à la division Harbor, le port de Los Angeles, où il est rookie, donc toujours accompagné par un policier plus expérimenté. Sauf que quelques mois à peine après son arrivée à Harbor, sa carrière au LAPD est brusquement interrompue parce que la Navy le rappelle en service actif. Christopher est officier de réserve depuis 2004, comme je viens de vous le dire, et en 2006, son unité est mobilisée pour un déploiement dans le golfe Persique, où il a pour mission d'assurer la protection de plateformes pétrolières au Bahreïn, au Koweït et en Irak. Pendant son déploiement, il se distingue et rentre avec 8 décorations, dont plusieurs récompensant ses capacités au tir, ainsi que le grade de lieutenant. Il revient en juillet 2007 et reprend sa place au LAPD, où il doit compléter sa période probatoire interrompue, avec une officière instructrice qui vient d'être désignée pour l'encadrer, Teresa Evans. Mais un incident va tout faire basculer. Le 28 juillet 2007, Christopher et Teresa répondent à un appel pour trouble à l'ordre public à l'hôtel Doubletree de San Pedro, dans le quartier du port, où un homme refuse de quitter les lieux et reste assis sur un banc devant l'entrée, le regard dans le vide. L'homme s'appelle Christopher Gettler, il souffre de schizophrénie avec démence sévère et quand les deux officiers tentent de le maîtriser, il résiste et tente de les frapper. Du coup, Christopher le plaque au sol, Teresa déclenche son taser et l'individu se retrouve menotté par terre. C'est là que la version commune aux deux parties prend fin et là que commence le litige qui va détruire la carrière de Christopher et selon lui bien plus que sa carrière. 13 jours plus tard, le lendemain du jour où Teresa lui remet une évaluation négative sur 3 points, Christopher dépose une plainte formelle dans laquelle il accuse Teresa d'avoir donné des coups de pied à Christopher Gettler alors qu'il était menotté au sol, 2 fois dans la poitrine et 1 fois au visage, laissant une blessure visible sur sa joue gauche. Mais Teresa Evans dément formellement. Le dossier est contradictoire, Christopher Gettler lui-même, interrogé sur vidéo par l'avocat de Christopher, déclare avoir été frappé au visage par une policière et son père témoigne que son fils lui a dit la même chose à son retour, en ajoutant que son visage était enflé. Mais 2 employés de l'hôtel et un officier du port présent lors de l'interpellation affirment de leur côté n'avoir rien vu, et quand Christopher Gettler témoigne en personne à l'audience disciplinaire, ses réponses sont décrites comme incohérentes et non pertinentes. L'enquête interne du LAPD conclut en mai 2008, la plainte est jugée non fondée, et les instances disciplinaires estiment que les éléments disponibles ne permettent pas de corroborer la version de Christopher Dorner, dont le témoignage est finalement jugé non crédible. Christopher Dorner est alors mis à pied le 25 juin 2008 et son dossier est soumis à un Board of Rights, le tribunal interne du LAPD, où il est accusé non pas d'avoir commis une erreur, mais d'avoir fabriqué de toutes pièces l'accusation contre Teresa Evans. L'audience s'étale d'octobre 2008 à janvier 2009 devant un panel de 3 membres, 2 capitaines du LAPD et un avocat de la défense pénale externe. Christopher est représenté par maître Randall Kwan, un ancien capitaine retraité du LAPD, et la question centrale est simple. Teresa Evans a-t-elle frappé Christopher Gettler ? Oui ou non ? Le juge administratif lui-même admettra dans ses conclusions qu'il n'en est pas certain. Mais le timing de la plainte, déposée 13 jours après les faits, et surtout le lendemain d'une mauvaise évaluation, est interprété par le panel comme la preuve d'un mensonge motivé par la peur de perdre sa place. Alors la sentence tombe, Christopher Dorner est licencié. Il tente de nombreux recours, mais rien n'y fait, et même la Cour d'appel de Californie confirme la décision le 3 octobre 2011, les juges estimant qu'il existe des preuves substantielles
pour conclure que Christopher n'était pas crédible. 4 ans, c'est le temps qu'il aura fallu entre l'incident à l'hôtel Doubletree et le dernier recours judiciaire rejeté. 4 années pendant lesquelles Christopher a continué à se battre par les voies légales et pendant lesquelles chaque porte s'est refermée l'une après l'autre, créant chez lui un réel sentiment d'injustice. He was an injustice collector. He was a person that believed that nothing that ever happened to him was as a result of his own doing. The worst thing about these setbacks for him were, because he was a narcissist, it was stripping him of everything that he held true. His identity, his service record. You take that away from a narcissist, the outer trappings of success, then there's nothing left for him to have. Le 1er février 2013, le jour même où il reçoit son Honorable Discharge de la Navy, le dernier lien institutionnel qui lui restait, Christopher envoie son manifeste à CNN. Il existe 2 versions en réalité, une version courte d'environ 6000 mots centrée sur ses griefs et les cibles, et une version un petit peu plus longue d'environ 11 000 mots qui déborde sur des commentaires sur des célébrités, des politiciens et sur la culture populaire. Mais dans ce document, il y a tout ce dont on vient de parler. Le récit détaillé de l'incident Gettler, les noms des officiers accusés de racisme ou de brutalité, la liste des 40 cibles, et au milieu, adressé directement à Randall Quann, le capitaine retraité du LAPD qui était censé le défendre lors de son audience disciplinaire et qui, selon Christopher, a failli à cette mission, cette phrase « Je n'ai jamais eu l'opportunité d'avoir ma propre famille, je mets fin à la tienne ». 2 jours plus tard, Monica Quann, la fille de Randall Quann, et Keith Lawrence, son fiancé, sont retrouvés morts sur le parking à Irvine, preuve qu'il a bien l'intention d'aller au bout de ses menaces. Et maintenant, tout le monde sait qu'il a une liste de 40 noms de simples policiers, de gradés et de leurs familles, alors la chasse à l'homme démarre, sauf que Christopher Dorner n'est pas un fugitif ordinaire, c'est un ancien militaire décoré, mais aussi et surtout un ancien policier. Donc il connaît toutes leurs procédures, leurs angles morts, leurs réflexes, il sait comment ils pensent, comment ils cherchent, comment ils traquent. Mr. Dorner's military training, his police training, the type and nature of weapons that we knew that he had in his possession heightened our concerns. We didn't get much sleep during that period of time. Et pour cause, parce que peu après le double meurtre d'Irvine, Christopher Dorner va leur donner une raison très concrète d'avoir peur. Quatre jours plus tard, plus exactement le 7 février 2013 à 1h30 du matin, Michael Crane et Andrew Takias, 2 policiers de Riverside, sont en patrouille. Leur véhicule est arrêté au feu rouge à l'intersection d'Arlington Avenue et de Magnolia Avenue. Karam Kaoud, chauffeur de taxi, est lui aussi arrêté au même feu rouge, de l'autre côté de l'intersection, face à la voiture de patrouille. Et soudain, le regard de Karam est attiré par un autre véhicule situé sur la même intersection mais sur sa gauche. The officers and I were looking at each other, and then I seen something on peripheral vision on my left-hand side, and I seen a large black male in a truck with an assault rifle out his driver's window, resting on the window, and start shooting. I'm looking to my left, watching him shooting across my hood into the driver's window, side window. La voiture de patrouille démarre et traverse l'intersection sous les tirs. Andrew Takias est touché plusieurs fois, Michael Crane aussi. Karam n'oubliera jamais ce qu'il a vu sur le visage du tireur au moment où il tirait. He had safety goggles on and he had a grin on his face. It was like he was happy. He didn't feel sorry or anything. After he shot the police officers, he just left. He didn't peel out. He just like nothing ever happened. No speeding, no nothing. Like he took, like he was going home. Une fois le tireur parti, Karam quitte sa voiture et s'approche des 2 policiers. Leur véhicule de patrouille est criblé de balles. L'officier Takias arrive encore à parler. Karam comprend ce qu'il lui demande. La radio. Next thing I remember is our car is coming under fire. I saw the video. Our car is rolling through the intersection. I don't remember it ever rolling, but I remember Karam coming up, the taxi driver, to save me. And he puts the car in park for me. And that's when I realized this guy's here to help me. So I direct him to the radio and tell him to put it to my mouth so I could call for help. D'autres unités arrivent rapidement sur les lieux et un officier s'approche de la fenêtre de Michael Crane, pose les doigts sur son cou
et fait un signe négatif de la tête. Michael Crane était un ancien Marine, il avait 11 ans de carrière, il était instructeur de tir, membre de l'unité SWAT. Il laisse derrière lui une femme et 2 enfants de 4 et 10 ans. Le reporter Brian Rocos arrive sur les lieux vers 3h30 du matin et ce qu'il trouve ne ressemble pas à une scène de crime conventionnelle. Right. We got there about 3:30 in the morning. It was dark. It was foggy. There were sheriff's deputies who were set up at Brockton and Arlington. They were trying to prevent people from going toward the scene of the shooting. There was also rumors, Police Chief Sergio Diaz now saying unfounded, that Dorner had said that he was going to return to the scene. So any car that would roll up to the scene, the deputies would get behind their cars, point their rifles, yell at the drivers to stop. I think a lot of drivers were confused. They had spotlights in their eyes. Some of them kept going a little bit, which really got the tensions high for the deputies, and it was quite. It was the most frightened I'd ever been as a reporter, because I worried someone was going to start shooting, and I didn't want to be in the way. Ce ne sont pas les tirs de Christopher Dorner qui rendent la situation dangereuse à ce moment-là, c'est la peur. D'ailleurs, Sergio Diaz, le chef de la police, le reconnaît lui-même. It's not good when the cops are on edge. You know, it's not good when the cops are seeing ghosts everywhere. Et le problème, c'est qu'ils envoient des fantômes. Quelques heures après l'embuscade de Riverside, à Torrance, dans un quartier résidentiel, 8 officiers du LAPD sont en faction devant la maison de Justin Heisenberg, un capitaine nommément cité dans le manifeste de Christopher Dorner. Il est un peu après 5h du matin quand un pick-up bleu tourne lentement dans la rue, phare éteint, et avance tout droit sur les policiers qui, persuadés qu'il s'agit de Christopher Dorner, ouvrent le feu sans sommation. Sauf que ça n'était pas Christopher Dorner. La conductrice s'appelle Margie Carranza, elle a 47 ans et sa mère, Emma Hernandez, 71 ans, est assise à côté d'elle. Elle livre les journaux du Los Angeles Times depuis des années et Margie a pris l'habitude de rouler sans phare pour ne pas déranger les voisins en glissant les journaux dans leur boîte aux lettres. I'm Sarah Hashimoris in the Los Angeles Times newsroom. LAPD Chief Charlie Beck had found that 8 officers who opened fire on 2 women in a pickup truck during the manhunt for fugitive ex-cop Christopher Dorner violated the department's policy on the use of deadly force, sources said. Officers fired more than 100 times at the truck in a residential Torrance neighborhood, which they said they mistook for Dorner's vehicle. Sauf que le véhicule des 2 femmes n'était ni de la même marque, ni de la même couleur. En entendant les coups de feu, Emma se jette sur sa fille. Bare 71-year-old Emma used her body to shield her 47-year-old daughter. She was hit twice in her back. Margie et Emma survivent toutes les deux et les 8 officiers ne seront jamais inculpés. It was in this Torrance neighborhood where the 2 women were delivering newspapers. Then, out of nowhere, shots fired by the LAPD. 103 rounds. The 8 officers who fired the shots were never charged. Les 2 femmes finissent par accepter d'abandonner les poursuites judiciaires contre un dédommagement de 4,2 millions de dollars de la part de la ville de Los Angeles. Mais cet incident, qui montre bien à quel point les officiers du LAPD sont à cran, n'est pas le seul. 25 minutes plus tard, toujours dans le même quartier de Torrance, les officiers Brian McGee et Erin Super sont dans leur véhicule. Ils montent eux aussi la garde dans le périmètre autour de la maison du même capitaine du LAPD. Ils savent ce que Christopher a fait et ils s'attendent à le voir débarquer d'une minute à l'autre. Alors, au moment où le pick-up noir de David Perdue tourne dans la rue, Erin crie « C'est lui, fonce, fonce, fonce !» Brian écrase l'accélérateur et percute le véhicule de David à pleine vitesse sur le côté conducteur, arrachant l'essieu arrière, mais ce faisant, ses airbags se déclenchent et Brian, coincé dans son habitacle, panique, convaincu que Christopher Dorner va le tuer d'une seconde à l'autre. Il force sa propre portière et tire 3 balles à bout portant dans la vitre conducteur de David, qui n'est heureusement pas touché, mais les balles passent à seulement quelques centimètres de sa tête. David se met alors à crier « Qu'est-ce que vous foutez? Vous tirez sur moi !» Et Brian McGee comprend immédiatement son erreur quand il aperçoit David. Christopher Dorner est noir, il mesure 1m83 et pèse 122 kg, alors que David Perdue est blanc, mesure 1m68 et pèse 70 kg. Même s'il n'a pas été touché par les balles, David repart avec une commotion cérébrale et des blessures à la colonne vertébrale, sans parler du traumatisme qu'il a dû subir. La ville de Torrance finira par lui verser 1,8 million de dollars en dédommagement et les officiers McGee et Super ne seront, eux non plus,
jamais inculpé. Le parquet conclura à, je cite, une erreur raisonnable commise dans un contexte de panique. Lol. Quoi qu'il en soit, la plus grande force de police de la deuxième ville des États-Unis tire sur des civils innocents parce qu'elle a peur d'un seul homme qu'elle ne trouve pas. Le QG de la police est en confinement, chaque issue est lourdement gardée et en tout, c'est plus de 10 000 agents des forces de l'ordre qui sont mobilisés dans tout l'État de Californie. Le maire de Los Angeles convoque une conférence de presse et offre la récompense la plus élevée jamais offerte en Californie pour toute information menant à la capture de celui qu'il considère désormais comme un terroriste domestique. Let me be clear. Our dedication to catching this killer remains steadfast. Our confidence that we will bring him to justice is unshaken. This search is not a matter of if, it's a matter of when. And I want Christopher Dorner to know that. Leaders from businesses and unions, government, law enforcement, and community groups came together to pool resources and protect our core value of public safety. Collectively, this group, led by my office, is posting a reward of $1 million for information that will lead to Mr. Dorner's capture. Sauf que pour l'instant, personne ne sait où il est. Son Nissan Titan gris est retrouvé le matin même vers 9h30, calciné au milieu d'une piste forestière enneigée dans les montagnes de San Bernardino, à 2 heures de Los Angeles. About 2:30 this afternoon, we were able to confirm that there was a vehicle up on a forestry road that in fact was the vehicle that the suspect used this morning in getting away from the scene in Riverside. Le véhicule a un essieu cassé, il ne roulait donc plus avant d'être incendié, et à l'intérieur, du matériel de camping est retrouvé ainsi que des armes fondues, dont un fusil de sniper sur lequel quelqu'un a gravé un mot mal orthographié, vengeance. Des traces de pas s'éloignent du véhicule en direction de la forêt et disparaissent dans la neige. Toute la station de ski de Bear Mountain est immédiatement fermée et transformée en poste de commandement. Les écoles du secteur sont placées en confinement et plus de 200 chalets sont fouillés un par un dans des conditions de quasi blizzard avec des températures avoisinant les -10 la nuit. Good morning, Dan, from snowy Southern California. Bad weather here has made it tough on the search efforts. Authorities had to call their troops off the mountain last night, but they are out there in force first thing this morning. So far, though, the only fresh glimpse of the fugitive were new pictures taken 2 weeks ago. Des équipes cynophiles tentent en vain de suivre la trace dans la neige fraîche depuis le véhicule carbonisé. Des hélicoptères équipés de caméras thermiques quadrillent le ciel et des snowcats, des véhicules blindés à chenilles spécialement conçus pour la neige, transportent les équipes SWAT à travers un périmètre de recherche de 20 km². Les jours passent sans que personne ne trouve la moindre trace de Christopher. Les milliers d'appels qui arrivent au standard du LAPD ne débouchent sur rien du tout. Le shérif de San Bernardino finit par annoncer publiquement qu'il suspend les recherches au sol. Trop dangereux la nuit, trop coûteux et surtout, trop peu d'indices pour croire qu'il est encore dans la zone. Pour les autorités, Christopher a probablement réussi à passer entre les mailles du filet et à s'échapper. Sauf qu'il n'a pas bougé. Et pendant toutes les recherches, il se trouve à moins de 500 mètres du poste de commandement. Jim et Karen Reynolds possèdent plusieurs condos dans une résidence proche du lac et Christopher s'est installé dans l'une de leurs unités vides depuis plusieurs jours, à l'abri du froid et du quadrillage policier, à quelques centaines de mètres seulement du poste de commandement du shérif installé sur le parking de Bear Mountain, de l'autre côté de la rue. Across the street is the Bear Mountain parking lot, and that's where the sheriff's department had its command post for its massive manhunt and search over the past few days. And if you walk with me here, we're just a few hundred feet away from this set of cabins, and this was where Dorner was in fact holed up over the past few days. Il regardait les conférences de presse à la télévision pendant que les reporters annonçaient qu'il avait probablement fui. À un moment donné, il a fini par comprendre qu'il ne pouvait pas rester là indéfiniment, qu'il avait besoin d'un véhicule pour s'enfuir, et ce jour-là, Jim et Karen Reynolds, les propriétaires du condo où Christopher se cache, s'y rendent pour le préparer en vue d'accueillir de futurs vacanciers. And as soon as I turned,
he came out the door of that bedroom with a gun in his hand. I just heard her scream and turn and run. I turned back around, he come running by me. And he rushed. I could see the gun, and he's holding it up like in front of his chest at a 45-degree angle. Long. Chasing me. Had a silencer on it. He had us sit on the sofa, and then he started saying, well, calm down. If you do what I say, I won't hurt you. I don't have a problem with you. I have a problem with the police. Christopher les ligote méthodiquement, pieds croisés et attachés, tête d'oreiller glissée sur la tête, bouche bâillonnée. Et pendant tout le temps que ça lui prend, il parle, il répète inlassablement qu'il ne va pas les tuer. Et pour le leur prouver, il leur raconte l'histoire d'un homme qu'il a surpris sur un bateau à San Diego plusieurs jours plus tôt, quand il tentait de prendre la mer pour fuir, et qu'il a laissé partir. He told us about the man in the boat in San Diego. He said he didn't kill him. He wasn't going to kill us. Yeah, he said it was a means to the end with that man, and that's what he wants from us. He needs transportation out of Big Bear. Fidèle à sa promesse, Christopher prend les clés du Nissan Rogue Bordeaux des Reynolds, rassemble ses affaires et la porte se referme. Jim attend quelques minutes sans bouger pour s'assurer qu'il est bien parti, puis il commence à se débattre et à se libérer, avant de se précipiter vers son épouse pour la libérer à son tour. Quand Karen appelle le 911, encore partiellement ligoté, le suspect a entre 15 et 30 minutes d'avance. L'information remonte immédiatement aux équipes sur le terrain. Les officiers convergent vers les routes qui descendent de Big Bear, mais Christopher a de l'avance, il connaît le terrain et quelques minutes plus tard, il abandonne le Nissan Rogue dans les bois et ce qu'il laisse à l'intérieur ne laisse pas trop de doute quant à ses intentions. Sniper rifle sitting in the back seat. All available units to Glass Road and 38. Christopher est reparti à pied, dans la neige en tenue de camouflage, avec son fusil d'assaut et son gilet balistique, et il cherche un autre véhicule. C'est à ce moment-là que Rick Heltebrake tourne dans le virage. Rick dirige un camp de Boy Scouts dans la zone, et ce matin-là, il patrouille sa propriété dans son pick-up blanc quand il aperçoit du mouvement au bord de la route. Right about in here, I see a crashed car. And then I see Dorner coming out of the snowbank right there, right at me. I remember him coming at me. I remember the vest. He had a big ballistics vest on with pockets in it. He's got a gun right at my head. I could tell it was some kind of assault rifle. I go like this, put my truck in park. He says, I don't want to hurt you. Just get out and start walking. I had that sense that I wasn't one of his targets. You know, he wanted to kill cops, and I wasn't a cop. I left the truck roughly in this position right here. I got up and I started walking up the road. Rick commence à marcher sur la route, son chien dans les bras. Il entend le pick-up démarrer derrière lui et quelques secondes plus tard, sans avertissement, une longue salve éclate dans son dos, 10, 20, 25 coups de feu. 2 véhicules des gardes forestiers du California Fish and Wildfire qui descendaient Glass Road viennent de croiser Christopher au volant du pick-up et il a ouvert le feu sur eux en passant par la vitre baissée. Rick ne comprend pas ce qui se passe, il quitte la route, s'enfonce dans la neige, trouve un arbre derrière lequel se mettre à couvert et il appelle sur son portable un adjoint du shérif. Les gardes forestiers s'en sortent indemnes, Christopher lui abandonne le pick-up de Rick dans un ravin et il disparaît à pied dans la forêt. Quelques minutes plus tard, il est à l'intérieur d'une cabane sur Seven Oaks Road, mais l'appel de Rick a fourni aux forces de l'ordre sa position exacte et sa direction, alors toutes les équipes convergent. Parmi les premiers adjoints du shérif qui remontent vers la zone, il y a Alex Collins et Jeremiah McKay. Jeremiah connaît le secteur, il y a été en poste, et quand il s'arrête sur Glass Road pour établir un plan de fouille, c'est lui qui remarque quelque chose que personne d'autre n'a vu. He's like, hey, I was down here earlier in the day or the day prior. He's like, those tire tracks, weren't there. Like, something's weird. I think we should check these cabins out. Alex et Jeremiah s'approchent et au moment où ils se positionnent devant la cabane, les tirs éclatent depuis l'intérieur. On Control 61 Lincoln, are we sure he's in the vehicle? And what tracks are we following? Vehicle or foot? 445, we have shots fired. 445 shots fired. Seven Oaks cabin. Seven Oaks cabin. Copy, shots fired. Seven Oaks cabin. We have officer down. Officer down. Copy, officer down. 445, officer down. Officer down. Copy, officer down. Les premières rafales durent quelques secondes à peine, mais sont d'une précision redoutable. Alex Collins et Jeremiah McKay n'ont pas le temps de comprendre d'où ça vient quand ils sont touchés et s'écroulent dans la neige. C'est Alex Collins qui lance l'appel radio que vous venez d'entendre.
The first round actually hit me in the face, next to my left nostril, went through the roof of my mouth, blew my teeth out, through my tongue, and my chest was just, like, it felt like it was burning. And then all this blood is just, like, building up in my mouth. Leurs camarades tentent de s'approcher pour les évacuer, mais Christopher ne s'arrête pas de tirer et il commence à lancer des grenades fumigènes depuis la cabane, ce qui empêche les officiers non seulement de s'approcher, mais aussi de pouvoir le localiser avec précision. Et pendant que tout ça se passe, pendant que les deux hommes sont à terre dans la neige et que leurs camarades encerclent leur cabane et se demandent comment aller récupérer les blessés, les hélicoptères des chaînes d'information filment la scène en direct, les positions des officiers, leurs mouvements, leurs angles d'approche, tout est diffusé en temps réel. C'est pas BFM, mais on en est pas loin quand même. Mettre des vies en danger pour faire de l'audimat. La grande classe. Units copy. Media is showing coverage of the cabins. Le SWAT décide alors de déployer leurs véhicules blindés pour offrir une protection aux officiers qui vont chercher Alex Collins et Jeremiah McKay. Ils sont évacués d'urgence et malgré de graves blessures suite aux 4 balles reçues, Alex survit et se rétablit. Jeremiah McKay, lui, n'a pas autant de chance et il perd la vie ce jour-là. Pendant plus de 2 heures, la situation stagne. Christopher refuse de sortir, les policiers ne peuvent pas donner l'assaut et des échanges de tirs fendent l'air en permanence. Les équipes du SWAT tentent d'abord les gaz lacrymogènes classiques, mais ça ne semble avoir aucun effet sur le forcené. Elles utilisent ensuite un véhicule blindé pour abattre les murs extérieurs de la cabane un par un, mais ça ne donne toujours rien. Peu après, un dispositif pyrotechnique de type burner est autorisé, habituellement utilisé par les équipes du SWAT pour générer une forte chaleur et produire de la fumée, forçant ainsi le suspect à sortir. Effectivement, un peu après 16h10, la cabane commence à s'embraser. Et à 16h20 exactement, un coup de feu unique est entendu à l'intérieur. L'incendie fait rage pendant plusieurs heures et à 23h, quand les flammes sont enfin maîtrisées et que les équipes peuvent entrer, elles trouvent des restes humains calcinés dans le sous-sol. Le lendemain, John McMahon confirme que la blessure qui a coûté la vie à Christopher était auto-infligée. Mais la question de l'incendie ne se referme pas aussi facilement. Les autorités affirmeront par la suite que l'objectif était de contraindre Christopher Dorner à se rendre, mais la séquence exacte des événements et le rôle précis des burners dans l'incendie restera l'un des points les plus débattus de toute l'affaire. Was not on purpose. We did not intentionally burn down that cabin to get Mr. Dorner out. Les critiques reprennent la communication radio et avancent que cette grenade incendiaire, ça ne peut pas être accidentel, que c'est une décision délibérée d'embraser la cabane avec le fugitif à l'intérieur. Sauf que, et cet avis n'engage que moi pour le coup, si les mots prononcés ne font pas de doute, leur signification peut rester ambiguë. 7 burners déployés peut désigner 7 grenades envoyées ou être un indicatif radio du style unité 7, virgule, burner déployé. La distinction est impossible à trancher avec certitude à partir de l'enregistrement seul et à ce jour, la question demeure. Ce qui est certain, c'est que Christopher Dorner est mort le 12 février 2013, 9 jours après avoir tué 2 innocents dans un parking et 2 policiers qu'il ne connaissait pas. La semaine suivante, Jeremiah McKay a droit à des obsèques nationales. The following week, services were held for San Bernardino County Sheriff's Detective Jeremiah McKay. 103 bagpipes played for the man proud of his Scottish heritage. Jeremiah's bravery, heroism, and sacrifice will not be forgotten. I know that I will see my son again. So this is not goodbye. This is just see you later, Jeremiah. Ce qui reste, 13 ans plus tard, c'est une série de questions sans réponse précise. Teresa Evans a-t-elle vraiment donné des coups de pied à Christopher Gettler ce soir-là, alors qu'il était menotté et au sol ? Ou Christopher a-t-il fabriqué cette accusation pour éviter d'être sanctionné ? Et le LAPD l'a-t-il licencié parce qu'il avait menti ?
ou parce qu'il avait eu le culot de dénoncer un des leurs. Personne ne le sait avec certitude et un tribunal qui juge ses propres membres, ça reste un tribunal qui juge ses propres membres. Alors, peut-être que Christopher Gutler disait la vérité, peut-être qu'il a été broyé par une machine qui protège les siens, et peut-être que 4 années de recours rejetés, d'humiliations accumulées, ça a fini par le faire craquer. Mais ce qui est certain, c'est que ces 4 victimes ne le connaissaient pas et qu'aucun n'avait de lien direct avec ce qu'il estimait avoir subi. D'un autre côté, les hommes qui ont déployé les fameuses grenades Burner ce 12 février dans les montagnes de San Bernardino n'ont jamais eu à répondre de cette question devant personne. Et quand on connaît les casseroles du bureau du shérif de Los Angeles, ça n'est pas vraiment surprenant. Je vous invite à aller regarder les autres affaires que j'ai traitées qui sont déroulées dans cette juridiction. Vous comprendrez mieux de quoi je veux parler. Merci encore à John Journey de m'avoir accompagné sur cette vidéo, et si vous voulez jouer les détectives, vous aussi, téléchargez le jeu gratuitement en cliquant sur le lien en description ou en scannant le QR code à l'écran. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI, et d'ici là, n'oubliez pas, Homo homini lupus est, l'homme est un loup pour l'homme. Salut!